Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Pour éviter le conflit qui couvait depuis des mois, ou pour l'arbitrer, il eût fallu un souverain fort. Or, le prince de 25 ans qui accédait au trône, Louis de Navarre, paraissait aussi mal doué pour régner que mal servi par la fortune. Il arrivait précédé d'une réputation de mari trompé et du triste surnom de Hutin. La vie de son épouse, Marguerite de Bourgogne, emprisonnée pour adultère, allait servir d'enjeu aux deux factions rivales. Mais les frais de la lutte seraient également supportés par ceux qui ne possédaient rien, étaient sans action sur les événements, et n'avaient même pas de rêve à faire. De plus, cet hiver de 1314-1315 s'annonçait comme un hiver de famine. Première partie. Début d'un règne. Chapitre 1. Château-Gaillard. Planté sur un éperon crayeux, au-dessus du bourg du Petit-Andely, Château-Gaillard dominait, commandait toute la Haute-Normandie. La Seine à cet endroit décrit une large boucle dans les prairies grasses. Château-Gaillard surveillait 10 lieues de fleuve, aval et amont. Richard Cœur de Lion l'avait fait bâtir 120 ans plus tôt, au mépris des traités, pour défier le roi de France. Le voyant achevé, dressé sur la falaise à 600 pieds de hauteur, et tout blanc dans sa pierre fraîchement taillée, avec ses 2 enceintes, ses ouvrages avancés, ses herses, ses créneaux, ses barbacanes, ses 13 tours, son gros donjon, Richard s'était écrié. « Ah, ceci me paraît un château bien gaillard !» Et l'édifice ainsi avait reçu son nom. Tout était prévu dans les défenses de ce gigantesque modèle d'architecture militaire. L'assaut, l'attaque frontale ou tournante, l'investissement, l'escalade, le siège, tout, sauf la trahison. 7 ans seulement après sa construction, la forteresse tombait aux mains de Philippe Auguste, en même temps que celui-ci enlevait au souverain anglais le duché de Normandie. Depuis lors, Château-Gaillard avait été utilisé moins comme place de guerre que comme prison. Le pouvoir y enfermait des adversaires dont la liberté était intolérable pour l'État, mais dont la mise à mort eût pu susciter des troubles ou créer des conflits avec d'autres puissances. Qui franchissait le pont-levis de cette citadelle avait peu de chances de revoir le monde. Les corbeaux tout le jour croassaient sous les toitures. La nuit, les loups venaient hurler jusqu'au pied des murs. En novembre 1314, Château-Gaillard, ses remparts et sa garnison d'archers ne servaient qu'à garder 2 femmes. L'une de 21 ans, l'autre de 18. Marguerite et Blanche de Bourgogne, 2 princesses de France, belles-filles de Philippe le Bel, décrétées de réclusion perpétuelle pour crimes d'infidélité envers leurs époux. C'était le dernier matin du mois, et l'heure de la messe. La chapelle se trouvait dans la 2e enceinte. Elle prenait assise sur la roche. Il y faisait sombre, il y faisait froid. Les murs, sans aucun ornement, suintaient. 3 sièges seulement y étaient disposés. 2 à gauche, qu'occupaient les princesses, 1 à droite pour le capitaine de la forteresse, Robert Bersumet. Derrière, les hommes d'armes se tenaient debout, alignés, montrant le même ennui, la même indifférence que s'ils avaient été rassemblés pour la corvée de fourrage. La neige qu'ils transportaient à leurs semelles fondait autour d'eux, en flaques jaunâtres. Le chapelain tardait à commencer l'office. Dos à l'autel, il frottait ses doigts gourds aux onglets bréchés. Un imprévu, visiblement, perturbait sa pieuse routine. « Mes frères, dit-il, il nous faut ce jour élever nos prières avec grande ferveur et grande solennité. » Il s'éclaircit la voix et hésita, troublé par l'importance même de ce qu'il avait à annoncer. « Messire,
Dieu vient de rappeler à lui l'âme de notre bien-aimé roi Philippe. C'est dure affliction pour tout le royaume. Les deux...